Nord-Sud quotidien à Abidjan. Comme on parle du Mali, donc je vais rebondir sur la question malienne. On sait que le président déchu, Amadou Touré, il est ici au Sénégal, à Dakar. Et quels sont les accords qui ont permis qu'il soit là actuellement? Et il y a eu avant-hier l'investiture du nouveau président, Ibeka. Est-ce que ce n'est pas le temps de retourner au Bercail pour ATT? Et quel devrait être son sort, selon vous? Est-ce qu'il doit être jugé? Je ne sais pas. Son sort. Tout ça. Merci. Là, je serai très bref. Je pense que le président Amadou Touré, quand il a été renversé, peut-être que lui-même, il a pensé qu'aujourd'hui, il pouvait bénéficier d'une quiétude dans un pays comme le Sénégal. Et c'est le voisin immédiat, ça peut être un réflexe, parce que c'est une situation extraordinaire qui s'est présentée à lui. Et le Sénégal n'a pas également opposé un refus à ce qu'il vienne ici. Et ce n'est pas la première fois que le Sénégal abrite également des gens qui ont fui. C'est le cas d'Amadou Aïdjo, c'est le cas de Hissène Habré actuellement qu'on est en train de vivre. Et c'est là la pertinence de votre question, parce que est-ce qu'actuellement, moi je dis que tout dépend du président de la République qui a été élu. S'il juge nécessaire, et en consultation avec le peuple malien, Gataté peut revenir tranquillement vivre là-bas. On a vu le cas de Moussa Traoré, qui était même dans la salle où il prêtait serment en tant que grand frère de Ibrahim Boubacar Keïta. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas fonder ces questions-là sur des règlements de compte. Il faut dépasser cela et mettre en avant l'intérêt général du pays. Si Amadou Touré est poursuivi maintenant, après son règne, il y a des audits qui révèlent qu'il a fait tel ou tel délit, là, ce n'est plus maintenant aussi la politique, c'est normalement les juges qui doivent faire des investigations. Et s'il est prouvé qu'il est coupable de ce qu'on lui accuse, et il est citoyen, comme tous les citoyens, il doit répondre à ses actes. C'est ce qui se passe aujourd'hui, un peu comme la traque des biens mal acquis au Sénégal. Et donc, de la même manière, s'il n'est coupable de rien, et que le peuple malien estime qu'il n'est coupable de rien, etc., il peut rentrer dans son pays s'il le désire aussi. Parce qu'il peut ne pas aussi peut-être désirer retourner. Ça dépend aussi de son consentement. Il peut respecter également son consentement. D'accord, merci. Mais comme j'ai la parole, je vais continuer sur la question ivoirienne en même temps. Je voudrais revenir une question sur ATT. D'accord. Est-ce que la radio est en contact avec lui? Oui, disons, nous, tous ceux qui sont, par exemple, menacés pour des raisons de sécurité, parce que quelqu'un qui est un président déchu également, c'est quelqu'un qui, il faut assurer sa sécurité. Et quoi qu'on en dise, il faut le traiter aussi comme un ancien président de la République. Donc, il a aussi un statut même, quand même, d'avoir été président du Mali. Et donc, ne serait-ce que sous cet angle-là, et sous l'angle également des droits humains, nous venons toujours aussi assister les personnes qui sont dans des situations difficiles ou de détresse. Et nous avons pris contact également avec lui dès son arrivée. Et nous avions même des contacts avant qu'il ne soit d'abord évincé du pouvoir. Il a même lui officiellement demandé à la radio de venir installer un observatoire à Bamako. Donc tout ça, et nous avions les mêmes liens avec Alpha Oumar Konaré, sinon plus fort même qu'avec ATT. Parce qu'Alpha a été un militant d'une organisation. Nous nous sommes connus dans ces conditions avec la chute du général Moussa Traoré. Nous sommes allés à Bamako, nous avons fait un train de solidarité avec des médicaments, avec les massacres des jeunes élèves à Bamako. Donc ça, déjà, je vous ai dit, quand on créait la radio, il y avait des Maliens. Il y avait les Victor Si, il y avait les Pascal Babou Koulibaly, il y avait Madame Tal, qui était historienne. C'est la famille Tal qui était votre ambassadeur aux États-Unis. Toutes ces personnes sont membres fondateurs de la radio. Ibrahim Ali, qui a été chassé du Mali par le général Moussa Traoré, qui est un écrivain et mathématicien. Et à qui nous avons également demandé le recteur de l'université, parce que nous avons créé la radio à l'université de Dakar. Le recteur qui soutenait la radio a demandé à ce que l'Institut des mathématiques appliquées porte le nom du professeur Ibrahim Ali, qui est décédé, avec Madina Tal, qui était son fils qui a été nommé Premier ministre. Son fils a été nommé Premier ministre actuellement avant Mali. Donc on connaît bien les choses. C'est des gens avec qui, parmi nous aussi, il y en a certains aujourd'hui qui ont choisi d'aller faire la politique. Mais là, vous
démissionnez de votre organisation comme tout citoyen. Vous avez la liberté d'aller faire la politique, mais vous ne pouvez pas engager votre organisation. Nous sommes des organisations indépendantes, non partisanes et à but non lucratif. Je ne sais pas, je vais poursuivre parce que c'est très intéressant puisque vous dites que vous accompagnez le processus en Côte d'Ivoire. Et on sait qu'après la crise en 2011, on vous a entendu, vous avez proposé une justice transitionnelle. Et aujourd'hui, il y a des experts, des observateurs qui disent que c'est une justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous maintenez encore votre proposition? Puisque tout à l'heure, vous dites que vous accompagnez le processus. Est-ce que vous partagez cette opinion-là? Vous maintenez votre proposition ou bien qu'est-ce qu'on doit faire en Côte d'Ivoire? Nous disons que dans tout pays comme pays sortant d'une crise aussi profonde que celle qu'a vécue la Côte d'Ivoire, il faut passer par la paix et la réconciliation nationale. Malheureusement, ça n'a pas pu fonctionner avec la nomination de l'ancien gouverneur de la BCEAO, Charles Konan-Banny, malgré même l'engagement des joueurs de renommée internationale comme Didier Drogba, à dire qu'ils veulent cette réconciliation, mais jusqu'à présent, nous avons vu qu'entre les deux camps, surtout le camp de Ouattara et le camp de Gbagbo, jusqu'à présent, il y a de sérieux problèmes. Ça, c'est une réalité, et cette réalité est liée au fait qu'également, aujourd'hui, Gbagbo est en prison, sa femme est en prison. D'autres ont fui également, sont poursuivis pour des mandats d'arrêt dans certains pays comme le Ghana, etc. Et vous avez noté que jusqu'à présent, même le conflit n'a pas cessé, que de temps en temps, vous avez des attentats, surtout avec la frontière avec le Nigeria, avec le Ghana. Donc, il n'y a encore pas totalement, si vous voulez, un climat apaisé qui permette même d'aborder aujourd'hui la réconciliation nationale. Et cela est tellement complexe, ce n'est pas imputable totalement aussi, si vous voulez, à Alassane Ouattara. Ce n'est pas pour le dédouaner, parce que du côté de Alassane Ouattara, comme du côté du Gbagbo, il y a eu des massacres. Et nous, ce que nous demandons à Ouattara également, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement d'enquêter sur le camp Gbagbo, mais de voir également ce qu'ont fait les forces. Parce que les forces nouvelles ont commis également des bavures. Et de quelque côté que ces bavures se situent, il faut maintenant, c'est là nous disons, une justice transitionnelle puisse être mise en place avec des magistrats autonomes, avec des magistrats indépendants des deux camps, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Et cela ne peut se faire que sous la direction d'abord de la CEDEAO, parce que la Côte d'Ivoire appartient à la CEDEAO, de l'Union africaine, parce que la Côte d'Ivoire appartient à l'Union africaine, et des Nations Unies, parce que la Côte d'Ivoire est à partie des Nations Unies. Donc c'est là où il y a tous ces acteurs qui doivent concourir à ça. Mais ces acteurs ne peuvent le faire que si les deux camps déjà, on trouve au plan interne de la Côte d'Ivoire, la société civile, les médias, travaillent aujourd'hui à sensibiliser les populations, aujourd'hui à dépasser la passion, à dépasser la haine, à cultiver la tolérance, à cultiver la culture de la paix. Et ça, c'est un renforcement de capacité. C'est là où nous intervenons, pour accompagner, renforcer les organisations également, pour avoir cette culture de la paix, cette culture du pardon. On pardonne, mais on n'oublie pas. On ne peut pas oublier, par exemple, des atrocités pour quelqu'un qui a vécu des scènes atroces, qui a vu son papa, sa maman ou ses jeunes frères assassinés devant lui, pillés par exemple, des armes armées. Ça, on ne l'oubliera jamais. Et il faut que ces victimes-là soient assistées médicalement, psychologiquement. Et il faut également qu'elles soient également aidées à s'insérer dans les circuits socio-professionnels. C'est la réinsertion. Et c'est ça que nous essayons également les pays post-conflit. Et ça ne peut se faire que dans la stabilité et la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, c'est les mouvements de population. Les gens suivent. Vous voyez. C'est le flux de réfugiés que nous avons ici aujourd'hui. Le département aujourd'hui est débordé par non seulement la Gambie. À chaque crise, nous avons, par exemple, nous recevons. Et nous travaillons avec les organisations des droits de l'homme également des autres pays. Pour le Mali, nous travaillons en étroite collaboration avec l'Association malienne des droits de l'homme, l'Association des expulsés du Mali dans le domaine de la migration. Mais nous travaillons également avec l'Union interafricaine des droits de l'homme qui regroupe d'une certaine manière les organisations de droits de l'homme, la LIDO, le mouvement ivoirien des droits de l'homme. Vous travaillez avec des réfugiés ivoiriens ici?
Oui, il y en a eu surtout avant quand même l'organisation des élections, mais après, il y en a beaucoup qui sont rentrés. Vous savez, dès que, par exemple, votre pays est revenu à la stabilité, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies dit que maintenant, il n'y a plus de raison que vous restez comme réfugiés. Et donc, vous pouvez retourner. C'est ce qu'on appelle le rapatriement, par exemple, organisé, supervisé par le Haut Commissariat pour ceux qui veulent retourner. On l'a fait pour la Mauritanie, pour le Mali, pour la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui veulent retourner, on les recense. Très intéressant que vous dites sur la Côte d'Ivoire. Juste pour reformuler, donc vous dites, en principe, en tant qu'organisation de droits humains, on ne peut rien faire avant les deux camps se mettent d'accord, c'est vrai? C'est ça. Non, je veux dire que on ne peut rien organiser si déjà des deux côtés quand même, il n'y a pas un dialogue qui permette de rapprocher les deux positions. Et ça, c'est ce que nous appelons les consultations. Et ces consultations même, d'ailleurs, c'est la raison d'être de la commission pour la réconciliation. Elle devrait aujourd'hui créer les conditions qui permettent, par exemple, les gens de se parler, de discuter. On a connu les choses qui se sont passées au Rwanda avec les Tchèques et tout ça. Bon, ça permet au moins, on n'oublie pas, mais ça permet de vider et de préparer une réconciliation. Parce qu'il y en a des victimes qui, aujourd'hui, ne peuvent pas, si vous voulez, même supporter certaines rencontres. C'est ça, c'est un peu ce que j'ai voulu dire. Ouais. Je suis Eugène Yao du 9 Fraternité Matin, de Côte d'Ivoire. Toujours parlant du diplôme ivoirien. Récemment, la justice ivoirienne a libéré certaines personnes, 14 à 18 personnes proches du président Gbagbo. Quelle analyse vous faites au niveau de la RADDHO? Très bien, parce que nous avons été parmi les premiers acteurs même à solliciter Ouattara et nous l'avons rencontré aussi sur ces questions-là en disant aujourd'hui que pour également avoir un climat favorable à des négociations, il faudra aussi libérer certains détenus. Et c'est la libération de ces détenus, je pense que ça crée une décrispation du climat. Ça décrispe le climat et ça permet aujourd'hui même à ceux qui devaient aujourd'hui s'asseoir autour de la table de pouvoir renouer contact avec les anciens qui n'étaient pas en prison et de pouvoir se réorganiser en tant que parti également et engager par exemple pour parler ou des consultations avec le parti au pouvoir. Et maintenant, il faut y associer tous les autres acteurs. La société civile, le secteur privé doivent également participer et les citoyens dans les quartiers, etc. Il faut qu'il y ait vraiment une sensibilisation pour que les citoyens ivoiriens prennent part à ce processus de consultation. C'est pourquoi je dis que ça tarde à se faire, mais nous appuyons, nous saluons cela. Et nous allons même plus loin, nous disons qu'aujourd'hui également, s'il y a des possibilités de garantir à Gbagbo une liberté provisoire où il ne serait pas, par exemple, détenu là où il est pour des raisons de santé, comme pour sa femme, ça permet également de faire un pas de décrispation pour rapprocher les deux camps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que chacun se crampe sur ses positions, parce que si on fait comme ça, également, on laisse pourrir la situation et on n'est ni en paix ni en guerre. Il y a les attaques, etc., alors qu'il faut aller vers le sens de la restauration, par exemple, de la stabilité, de la paix et de la sécurité. Et ça passe par aussi l'engagement de tous les acteurs. Mais la principale, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez, fonction, où la principale responsabilité incombe d'abord au pouvoir qui gouverne. Parce que c'est lui que les Ivoiriens ont choisi majoritairement. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont même pas dans les partis politiques, comme c'est valable pour tous nos pays, qui ne font pas de la politique, qui ne votent même pas. Et c'est la majorité. Et il faut respecter également cette majorité silencieuse. Ceux qui font la politique, c'est une minorité par rapport à ceux qui ne la font pas. Et qui subissent en dernier sort les conséquences et les dégâts collatéraux de la politique. C'est les populations civiles. Moi, je m'appelle Diouri Ibrahim du journal Alternative Niger. J'aborde le sujet sous un autre angle. On a écouté votre exposé sur toute l'implication de la RADDHO en tant qu'organisation panafricaine sur le problème de l'heure. Ça a concerné la participation, les élections, les différents conflits qu'on a connus.
Mais il y a de plus en plus une certaine critique par rapport à votre mode opératoire qui consiste à vous fixer beaucoup plus sur les droits civils et politiques que sur la catégorie des droits socio-économiques et culturels. De façon précise, la question foncière qui est une question presque transversale à tous les conflits en Afrique, mais on ne vous sent pas du tout présent sur cette question au point où il y a souvent un fossé entre votre engagement politique et la question pratique et la vie concrète et quotidienne des gens. Qu'est-ce que par exemple la radio fait par rapport au foncier en Afrique pour avoir un accès équitable et sécurisé particulièrement chez les petits producteurs? Merci, question très pertinente. Et je répondrai que vous avez parfaitement raison, parce que la plupart des organisations de défense des droits humains qui sont nées vers les années 80-90 ont mis l'accent sur les droits civils et politiques. C'est les libertés d'expression, d'association, de réunion, de manifestation, de participation. Ça, c'était lié au contexte, comme je vous ai dit, des années 80. Certains mêmes dirigeants comme Bongo disaient que la démocratie est un luxe pour les Africains et Chirac l'a repris. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'était au moment où on entrait dans la démocratie, à partir des années 80. Et cela est tellement vrai que nous aussi, étant des organisations qui sont nées de ce contexte, nous avons mis l'accent sur les libertés, les droits civils et politiques. Mais nous, à partir de 2002, notre deuxième congrès ordinaire, nous avons déjà pris cette question en charge. On a dit les droits économiques, sociaux et culturels sont des droits humains fondamentaux, sans lesquels il est difficile même de défendre les droits civils et politiques. Pourquoi? Parce que les droits économiques, sociaux et culturels, c'est l'alimentation, la nourriture. C'est le premier droit, après le droit à la vie. Et c'est le droit à l'éducation, à la santé, à l'emploi, c'est-à-dire à un niveau de vie suffisant, un travail, à un environnement sain. C'est l'assainissement. Au développement, à la paix, à la sécurité, à la solidarité. Ce sont ces droits aujourd'hui sur lesquels nous nous battons, et de 2002 à 2008, pendant 5 ans, nous avons commencé à monter des programmes à travers même des activités de renforcement de capacité des organisations communautaires de base, des organisations de femmes, de jeunes. Dans le domaine, par exemple, foncier. Et ça, c'est le droit à la terre, le droit à la propriété. Et il y a eu beaucoup de groupements féminins que nous avons renforcés pour renforcer le leadership féminin pour qu'elles s'affirment. De la même manière, nous avons travaillé sur la question également de l'égalité et l'équité de genre. Nous avons intégré ça dans nos programmes. Et en 2008, après le congrès de 2008, à 2013, le congrès de 2013 a été organisé le 28 et 29 juin 2013. Après celui de 2008. Et là, le thème de notre congrès, c'était articulé autour de ça. C'est pour vous dire un peu ce qu'on est en train de faire. Et donc, le thème du congrès, c'était les droits économiques, sociaux et culturels, et surtout la question foncière, la gestion des ressources naturelles. Et nous avons mis en place, entre 2008 et 2013, des coalitions même, dans certaines zones d'exploitation minière, comme par exemple les mines de Sabadola, où on exploite de l'or du Sénégal, dans le sud-est du Sénégal, à Kédougou, la région de Kédougou. Cette coalition regroupe aujourd'hui d'autres organisations dans l'exploitation minière des phosphates de Matam, c'est dans le nord du Sénégal. Et nous avons un appui également de partenaires comme l'ambassade des Pays-Bas, comme d'autres organisations de l'USAID qui nous appuient aujourd'hui à renforcer les capacités de ces organisations pour que les populations locales, les jeunes aient l'emploi, parce que sentent les retombées de l'exploitation, et de veiller également à la préservation de la qualité du milieu de l'environnement, parce que c'est des extractions également qui impactent l'environnement du point de vue socio-sanitaire, les maladies liées à l'eau, la pollution, etc. Et impliquer les populations et les collectivités locales
et même dans l'octroi des permis aujourd'hui, que ça soit réglementé par rapport au code de la CEDEAO. Et là, nous avons travaillé avec la CEDEAO également, qui nous a appuyé, je termine par là, qui nous a appuyé également pour renforcer les capacités et du gouvernement et des acteurs de la société civile sur le code minier ouest-africain pour harmoniser les États de la CEDEAO, l'harmonisation du code. Et ça, déjà, nous avons réussi, le Sénégal vient d'harmoniser. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont dans le processus. Pour revenir précisément sur le foncier, vous avez dit que ça a été le thème du congrès de 2013 juillet, n'est-ce pas? J'ai envie de savoir concrètement quelle est la résolution précise sur le foncier qui a résulté de ce congrès et entre-temps déjà, aujourd'hui, vous avez posé quel acte par rapport au foncier L'acte que nous avons posé, c'est que même dans le cadre, par exemple, aujourd'hui de l'octroi des terres, nous recevons des plaintes, lui, il est chargé, il va revenir peut-être sur ça, après le permis. M. Diallo est chargé de protection et alerte de gens. Nous avons été saisis même par des victimes qui ont eu à affronter les forces de l'ordre, où il y a eu des morts, que ce soit le cas par exemple de Sangalkam, dans le découpage administratif à Malika. Ça c'est durant Sangalkam, ici au Sénégal, c'est à la veille juste avant les élections de 2012. La mort de Malik Ba. Oui, la mort d'un jeune qui a été même tué par balle. Est-ce que vous voyez, nous avons eu des événements également dans le Delta. C'est le cas de, comment ça s'appelle encore le village là, Kayar, non pas Kayar, c'est, il y a un village dans le Delta où il y a eu Diogo, Diogo, ça c'est dans la région de Tivaouane, on a le dossier avec les victimes, les personnes même qui s'étaient impliquées pour affronter les forces de l'ordre étaient déjà arrêtées et envoyées en prison. Nous avons envoyé des équipes d'enquête, nous avons fait des actions concrètes pour toucher les autorités. Nous avons même organisé des conférences de presse pour dénoncer également aujourd'hui l'expropriation des populations par des sociétés étrangères. Donc nous nous battons dans la mesure de nos moyens, bien sûr, et nous avons mis, parce que l'ARADO ne peut pas tout faire, nous avons mis en place des coalitions qui regroupent l'ARADO, le Forum civil, les autres organisations également de droits de l'homme qui travaillent avec nous. Quand on unit nos forces, les plus forts. Et donc on fait le plaidoyer également auprès des autorités pour non seulement l'harmonisation du code, mais également pour le respect des conventions qu'ils ont signées. D'abord la convention de l'Union africaine pour la prévention et la conservation de la nature. De la même manière, la convention de l'Union africaine de lutte, de prévention et de lutte contre la corruption. Parce que quand vous parlez de ces ressources-là, c'est la question de la gouvernance qui est posée. La transparence dans la gestion foncière, la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Et cette transparence suppose que les principaux bénéficiaires, les populations locales, les collectivités locales, puissent s'organiser et puissent être associés à tous les processus de consultation. C'est le droit à la participation. Ça, c'est des questions sur lesquelles nous nous battons, mais c'est dans le temps.